Bon, j'espère que vous pardonnerez ma voix parce que je suis un peu malade. Déjà, merci à François et à tous les camarades qui se sont mobilisés autour de ce projet-là, parce qu'il est important pour nous, même si François a failli me vexer tout à l'heure en disant on allait voir des villes, dont Roubaix, et puis après des plus grandes villes, parce que nous, à Roubaix, sur l'ANRU, on fait partie des meilleurs quand même. On a 4 plans en rue, 4 quartiers, Alma, Epeul, Trois-Ponts et Le Pile. Et effectivement, on a une mobilisation sociale particulièrement importante à l'Alma. Je dis mobilisation sociale parce que je me souviens au début des moments de la réforme des retraites, il y avait des articles qui se disaient « Mais où sont les habitants des quartiers populaires ?» Alors ils étaient en manif, évidemment, parce qu'ils sont aussi des travailleurs, mais dans certaines villes comme la ville de Roubaix, vous avez aussi des gens qui sont en lutte sociale permanente, ne serait-ce que parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont être logés dans quelques années. Et souvent, la question de l'ANRU commence par là, sur ce programme de destruction, en partie du quartier de l'Alma. C'est que dans la métropole européenne de Lille, on a déjà des dizaines de milliers de demandes en trop de logements sociaux. Et certains se disent que c'est une bonne idée de détruire encore plus. Et alors, vous vous retrouvez avec des habitants qui ne savent pas s'ils vont habiter dans la métropole de Lille, à côté, pour pouvoir travailler et ne pas quitter leur travail, ou alors à Dunkerque ou autre, et ils vont être catapultés comme ça à l'autre bout d'un département, voire même d'une région. C'est une question sociale importante pour les habitants. Et puis, vous avez, dans des coins comme Roubaix, comme dans d'autres dans ce pays, des quartiers qui ont leur beauté, qui ont leur cohérence. Et il y a beaucoup d'habitants, notamment dans le quartier de l'Alma, qui ont de plus en plus de mal, non pas à vouloir partir, mais qui voient leur quartier dépérir petit à petit, parce que le bailleur social ne fait plus les entretiens, parce qu'on grille à tour de bras, François a pu le voir. On a des parcs entiers qui sont fermés, on a des portes de sécurité incendie qui sont soudées, soi-disant pour éviter le trafic. Le trafic n'a jamais arrêté par ailleurs, donc ce n'est pas forcément à ce niveau-là qu'était la solution. Mais par contre, le quartier, lui, il a perdu de sa beauté, il a perdu de sa cohérence, à l'heure où un quartier comme celui de l'Alma à Roubaix, on s'en rend compte depuis le Covid, c'est un quartier qui respire, en fait, qui est fait pour respirer, qui a été conçu justement pour avoir toutes ces petites allées, tous ces petits espaces de respiration où on peut sortir sur des balcons, parfois des balcons communs avec d'autres habitations, mais qui permettent de faire plein de choses, de faire de la vie en commun, et c'est cette vie en commun qui commence à disparaître, et on a des acteurs qui se disent qu'en fait, il faut le détruire pour tout changer. C'est pas vrai, il ne faut pas tout détruire à l'Alma. C'est un beau quartier qui a eu une réplique en Belgique d'ailleurs. Et les habitants sont attachés à ça, ils sont attachés à cette histoire. Vous avez d'autres quartiers, à l'Epeul, qui vont commencer à être concernés avec des courées. Alors forcément, les courées, il y a pour le meilleur et pour le pire. On en a détruit beaucoup à Roubaix parce qu'il y en a qui étaient insalubres. Mais vous avez encore des magnifiques courées. Moi, j'ai fait mon affiche de campagne dans une courée, notamment dans le quartier de l'Epeul. Et ce sont pareil, des endroits qui respirent, des endroits de sociabilité aussi. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a des gens qui vivent là, qui ont fait leur réseau là, qui ont construit leur amitié. On a eu une lutte, par exemple, de Chibania, c'est-à-dire d'anciennes du quartier qui ne voulaient pas quitter leur quartier parce qu'elles vivaient ensemble, parce qu'elles vivaient dans ces beaux endroits de solidarité qui sont toutes ces choses qui s'effacent quand l'ANRU arrive et que vous avez des responsables qui se disent que tout ça n'existe pas à leurs yeux. Évidemment, ça concerne l'État, cette discussion. Ça concerne aussi les mairies. Nous, l'acteur le plus bloquant chez nous, en vérité, ce n'est pas forcément l'État qui lui-même se dit « mais c'est vrai que l'heure n'est plus qu'à la destruction, peut-être qu'il faut rénover ». Mais par contre, on a une mairie qui s'entête dans un projet, donc les habitants aussi, à travers ce projet-là, doivent se dire qu'ils peuvent, avec cette matière-là qu'ils ont grâce à François et tous les collègues mobilisés, ils peuvent interpeller leurs élus, ils peuvent interpeller leur mairie, ils peuvent interpeller leurs intercommunalités, tous ces espaces où en fait on ne voit pas que la décision est prise là-bas, mais elle l'est. Voilà, c'est un outil utile pour nous, à Roubaix. On continue la mobilisation, on continue à mettre la pression. Et je pense qu'on peut réussir ce qu'on a déjà fait dans les années 70, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants s'impliquent pour faire un projet de renouvellement urbain, de rénovation plutôt que de destruction, qui soit porté démocratiquement par tous les habitants. C'est ce que j'espère. En tout cas, merci à toi de mettre en lumière ce sujet si important pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires de ce pays. Juste un petit mot, parce que sur la démocratie, et ça revient assez souvent dans les discussions, moi je crois que ce qui est très lourd en termes de procédure, c'est justement de ne pas consulter les habitants. Parce qu'il y a des questions matérielles auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Quand vous ne savez pas où vous allez être logé,
vous allez forcément finir par poser la question, forcément vouloir entrer dans le processus. C'est normal de savoir où est-ce qu'on va, comment on va être traité, comment on va être logé. Pour ceux qui restent, c'est normal de vouloir savoir quel va être le visage du quartier dans lequel ils vont habiter. Et parfois sur des questions très bêtes, mais à l'EPE, il y a des gens qui sont propriétaires. Leur quartier va être modifié, leur maison, elle va perdre ou gagner en valeur. Forcément, les gens veulent savoir. Donc c'est quand on ne consulte pas les habitants que le processus démocratique il devient très lourd. Et par ailleurs, quand vous les consultez, alors c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que c'est tellement une boîte noire pour les habitants. À l'ALMA, ils se rendent compte que le projet avance parce que les consultations en fait, citoyennes sont faites en visio sur Skype pendant le Covid. Je ne dis pas que c'est facile de faire de la concertation pendant le Covid parce que c'est vrai qu'il y avait plein de restrictions. Mais donc en fait l'entièreté du quartier découvre ce projet de loi en sortant du Covid. Et le projet, c'est vrai qu'il est bien avancé, réglementairement, les clous réglementaires avancent, juridiquement, etc. Ça commence à être bordé. Et c'est à ce moment-là, par contre, que les habitants se disent « bah non, je ne veux pas de ce projet de destruction ». Donc là, ce qui est lourd, c'est qu'on a effectivement un problème. Des habitants ne veulent pas de cette destruction-là, ils se mobilisent en collectif, mais vous avez un projet qui a beaucoup avancé sans eux. Ça prend du temps. Parce qu'effectivement, si on les avait consultés dès le début, on se serait assez vite rendu compte qu'il y a un certain nombre de blocages. Et je le dis parce que l'ALMA, dans les années 70, a fait exactement l'inverse et a prouvé que c'était possible de consulter les gens. L'ALMA, dans les années 70, vous avez un projet en rue qui arrive, donc c'est la grosse machine, quoi. Hein. On vous dit il y a des milliards, etc. Quand vous êtes un habitant, que vous n'êtes pas dans un collectif, c'est très dur. Sauf que les habitants de Roubaix ne veulent pas des grandes tours. Voilà, ils ne le sentent pas. Ils avaient raison d'ailleurs. Ils ne veulent pas des blocs de béton, là, immenses. Ils veulent voir le ciel, un peu d'horizon. Ils n'en veulent pas. Ils se mobilisent. Ils font un contre-projet, parce que c'est possible, parce que vous avez y compris des experts qui peuvent vous aider là-dedans. Tous les experts, les urbanistes ou autres, ne sont pas que du côté de l'ANRU. Moi, chez moi, à Roubaix, j'ai quand même l'association des urbanistes des Hauts-de-France, quand même pas un repère de gens qui n'y connaissent rien, qui est contre ce projet-là, qui a pris position. Donc une fois que vous mettez à disposition effectivement des gens qui ont les capacités juridiques, urbanistiques, etc., bah, vous consultez les habitants, vous faites des allers-retours, vous faites des ateliers de travail. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment même. Hein. Prochaine réunion ce week-end hein, chez nous. Et là, vous avez des contre-projets qui émergent. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du point de vue de l'État, du côté des intercommunalités, c'est vrai que vous avez des gens qui auraient pu mettre leur savoir au service de ce que veulent faire les habitants, plutôt que d'arriver avec un projet tout fait et de dire c'est comme ça et pas autrement. C'est là que ça pêche. Si on faisait des allers-retours fréquents, c'est pas si lourd que ça, un processus démocratique. Et en plus, je finirai là-dessus, mais les habitants, ils sont d'accord pour qu'il y ait une rénovation. Ils voient bien que leur quartier, il faut mettre un peu d'argent, qu'il faut rénover certains endroits. Moi, j'ai jamais vu d'habitants qui me disent non, non, on veut que ça reste comme ça, que ça bouge pas. Ça existe. C'est pas comme ça que ça se pose la discussion. Les gens ne sont pas des jusqu'au boutistes. Je le dis parce que souvent dans les réunions, j'entends les mêmes choses, que ce soit des représentants de l'État ou de la mairie, de dire mais ils veulent pas que ça change. Si, ils veulent que ça change. Ben, ils sont au courant. C'est un quartier qui est très difficile chez nous, l'Alma à vivre, qui est abandonné. Donc ils veulent que ça change. Mais que ça change en prenant en compte leur avis. Et en plus, ils savent des choses que les autres ne savent pas. Ils savent que dans la cave, il y a une cave qui est inondée depuis des années. Parce qu'il y avait une gigantesque... Tu l'as vu la cave ou pas? Non, je crois que c'était fermé à l'époque. Moi, j'ai eu quelques soucis avec le bailleur là-dessus. Ils savent que vous avez un superbe parc central où les gamins peuvent jouer, qui est fermé depuis des dizaines d'années parce que, soi-disant, il y a du trafic. Et que si on le rouvrait et que si on l'entretenait... Et d'ailleurs, devinez qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end? Ils vont nettoyer un parc. Donc si on mettait un peu l'argent de la puissance publique et des collectivités au service des revendications des habitants, moi je pense que ça serait beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace, et on arriverait aussi à des projets beaucoup plus beaux. Je dis parce que c'est important le beau dans la vie des gens. Et on a la chance d'avoir un quartier qui était beau, mais la beauté, c'est pas... définir la beauté, c'est pas le privilège de ceux qui savent. Vous avez aussi des habitants qui connaissent très bien l'histoire de leur lieu et qui savent très bien ce qui est beau et ce dont on pourrait un peu modifier, se débarrasser. Ça aussi, ils savent. L'accès à la beauté, ce n'est pas un savoir d'une élite.